commencer, nous avons Laurent qui va être avec nous. Laurent Ono, vous êtes président fondateur de Succubus International qui, depuis 20 ans, crée des solutions de serious game innovants. Et vous allez nous présenter sur fond d'études de cas l'évolution de cet art qui est finalement relativement neuf. Absolument, merci Gaël. Succubus Interactive, on est un petit peu international quand même aussi. C'est pas encore dans le nom de la société. Vous voyez, donc merci à tous d'être là. Je suis assez content de voir une salle plutôt bien remplie parce que c'est quand même 13h30, 45. Donc généralement, vous endormez pas trop. Je sais que vous avez dû bien manger, des sandwichs. Mais je t'en prie. Je vais essayer de vous partager l'expérience qu'on a à Succubus sur le Serious Game. Mais déjà, si je vous dis Serious Game, je pense que vous allez chacun avoir des images un petit peu différentes dans votre tête de ce que c'est. Alors que si je vous dis e-learning, là vous allez globalement à peu près tous être d'accord. En fait, ce constat, ça peut nous permettre de dire déjà une première chose, c'est que le Serious Game n'est pas mature. Voilà. Si c'était un outil qui était déjà mature, tout le monde aurait à peu près la même image de ce que c'est qu'un Serious Game ou de ce que ça pourrait être. C'est le cas pour l'e-learning, ça fait longtemps qu'on s'en sert, on sait à quoi s'attendre. Ce n'est pas encore le cas pour le Serious Game. Rapidement, pourquoi je me permets de faire cette conférence et de partager cette expérience. On est sur le stand 252, si vous voulez venir nous voir, c'est juste à côté, on a la télé la plus haute du salon, elle est à 4 mètres de haut, vous ne pouvez pas la rater. Succubus, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2002, j'avais 24 ans, j'avais un peu plus de cheveux et la voix plus aiguë. Complètement par hasard, ce n'était pas une entreprise de serious game, c'est une entreprise de jeux vidéo traditionnelle au début, mais très rapidement, en fait, on a changé de modèle. Aujourd'hui, on a réalisé plus de 150 jeux sérieux. Et on a gagné 14 trophées. Alors en vrai, disclosure, on en gagne le 14e ce soir. On ne sait pas encore si on a gagné l'or, on espère. Au pire, le bronze. Eh bien, en 20 ans d'ancienneté de cette société, déjà, on est passé à travers beaucoup de choses différentes. Et en fait, j'aimerais vous les expliquer très rapidement, très succinctement, en commençant par les différentes technologies qui ont été utilisées dans le Serious Game au fil des ans. La première, si vous vous souvenez, c'était il y a assez longtemps. On développait un moteur 3D, parce que utiliser les moteurs 3D du marché, c'était beaucoup trop cher. On utilisait les moteurs open source, on faisait des points exe. C'était au début des années 2000. Puis du coup, on lançait sur un PC avec une carte graphique. Voilà. À peu près ce qu'il y a de pire pour tout le monde, que ce soit en termes d'utilisation, que ce soit en termes de développement, en termes de coûts, c'était le début. C'est ce qui se faisait dans le jeu vidéo à l'époque, donc on a appliqué la même chose. Est arrivé l'âge d'or de Flash. Qu'est-ce que j'ai aimé ce moment-là, ça me manque aujourd'hui encore beaucoup. Heureusement, on a réussi à trouver des moyens de faire à peu près la même chose, mais sur des technologies plus modernes. Ça a été difficile, Flash. Ça a été difficile parce que c'était un outil pour les graphistes, les développeurs n'étaient pas du tout prêts à ça. Donc il a fallu apprendre à programmer différemment, d'autres choses. En fait, c'était relativement simple, mais n'empêche qu'il y avait quand même un coût pour y arriver. Est arrivé les smartphones, Unity, les applications, la 3D, ce qui finalement n'a pas eu beaucoup d'intérêt pour le monde du serious game. Je vais revenir un petit peu dessus après. Petite encartade, Unity a quand même permis quelque chose de vraiment super, c'est l'accès à la réalité virtuelle, dont on commence à se servir aujourd'hui. On a clairement des problèmes à équiper les gens avec des casques, c'est pas quelque chose que les gens ont, alors qu'un smartphone, tout le monde en a un. Mais ça va clairement faire partie de l'avenir, en tout cas pour certains types de serious games. Et finalement, HTML5. HTML5, on peut jouer dans un navigateur. Alors avec Unity, on peut jouer dans un navigateur, avec Flash aussi, on pouvait jouer dans un navigateur, mais on ne pouvait pas jouer dans un navigateur de téléphone mobile. On va en parler, c'est, je pense, la maturité du serious game est arrivée grâce à ça. Je vais faire une petite encartade, je vais vous expliquer une différence entre un gamer, un joueur de jeux vidéo traditionnel, et un serious gamer. L'app n'est pas adaptée. En fait, un serious gamer n'est pas dans son canapé en train de jouer à un jeu console. Il ne se dit pas, tiens, je vais me faire une petite session de serious game. Non. C'est un petit peu comme un article de presse, en fait. On va tomber dessus un peu par hasard, ou en formation, c'est obligatoire, c'est un autre contexte, ça marche aussi. Et puis on va le consommer une fois, et puis ensuite c'est fini, quoi. On ne se prévoit pas de revenir dessus, on n'attend pas de voir s'il est bien, s'il n'est pas bien, si on a envie d'aller un peu plus loin. Vous imaginez pas, si vous vous apprêtez à lire un article de presse, installer l'application de cet article de presse. Éventuellement, vous installez l'application qui permet de voir tous les articles, mais pas une application par article. C'est pareil dans un LMS. Vous n'allez pas installer une application pour un module. Vous installez l'application générale, ensuite vous avez tous les modules dedans. Dans le serious game, on n'a pas ça. On n'a pas de store, on n'a pas d'application, etc. Donc on utilise les applications du digital learning telles que les LMS, et il faut donc tourner dans des navigateurs. Et on va de plus en plus vers le mobile, donc il faut que ça tourne dans des navigateurs de téléphone mobile. Le web est idéal. C'est quelque chose qui, ça fait pas très longtemps qu'on peut. C'est pas du tout idéal pour le jeu vidéo traditionnel. Tout ça va m'emmener vers quelque chose que je vais vous expliquer juste après.
Mais au fil de ces 20 ans, on a pu constater une forme de standardisation des gameplays. Vous avez souvent entendu parler de ce mot-là, le gameplay, c'est bizarre, ça veut dire jeu-jeu en anglais. Gameplay, c'est la mécanique ludique qu'on a à l'intérieur du serious game, ou du jeu vidéo traditionnel. C'est intéressant de les lister. Dans le serious game, c'est assez facile, il y en a 4. Vous n'allez pas retrouver les jeux de tir à la première personne, vous n'allez pas retrouver les jeux de voiture, vous n'allez pas retrouver voilà, les jeux qu'on voit habituellement dans le monde du jeu vidéo traditionnel. Encore que premier serious game, un des premiers serious games, America's Army, par l'armée américaine, était un jeu de tir à la première personne. Mais à part ces quelques exemples-là, voilà. Les 4 grandes catégories. La première, c'est les jeux de rôle. Dans les jeux de rôle, vous allez voir, en fait, je vous vais prendre des notes. Il y a mon email qui est en haut, vous m'envoyez un petit email, je vous envoie les slides avec grand plaisir après. Je vais très certainement les publier sur LinkedIn aussi, donc si vous cherchez Laurent Ono, je n'ai pas trop mis mon nom de famille, mais enfin, tapez Laurent Succubus, je pense que vous me trouverez. Je les publierai aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Les jeux de rôle, c'est tout ce qui est narratif, c'est tout ce qui est dialogue, c'est tout ce qui va être les point and click, les jeux d'aventure. Nous, on fait aussi de plus en plus des escape games, qu'on va rentrer dans cette catégorie-là, puisque c'est une histoire qui est racontée, c'est quelque chose de très engageant, très sympa. Encore une fois, on est sur le stand de 52, n'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui va être les quiz ludiques. Alors on essaie de trouver un joli nom qui va bien, des fois on parle de gamification, des fois on parle de mini-games, de puzzle games, de trucs comme ça. Globalement, c'est vachement basé sur du quiz, avec un enrobage autour pour que ce soit beaucoup plus agréable, souvent des fonctionnalités de multijoueur, de plateau de jeu. Et puis, les business games, c'est quelque chose qui était très coûteux, très cher avant. Je vais vous expliquer après que grâce à la maturité qu'on a atteinte, on a pu retrouver une façon d'en faire à des prix déjà beaucoup plus abordables, où là, on va être sur une gestion d'entreprise, on va investir des ressources, recruter des gens, faire tourner un modèle de simulation, et puis essayer de voir si ça fonctionne pas, ajuster, et en apprendre les conséquences, quoi. Et la dernière catégorie, ce sont les simulations. Donc là, je vais vraiment parler des simulations immersives, typiquement avec un geste technique à l'intérieur, où c'est très pratique, on va plutôt le dire dans l'autre sens, c'est vraiment pas du tout pratique de ne pas avoir de casque de réalité virtuelle, parce que manipuler de la 3D avec un clavier souris, c'est pas génial. En réalité virtuelle, ça fonctionne bien, et pour cette catégorie de jeu-là, le casque, c'est vraiment fantastique, et ça marche très très bien. Simulation de dentiste, pour forer une dent, faire un rechargement d'essence, de kérosène pour un avion. Voilà, toutes ces choses-là sont des exemples qui existent. Première conclusion de cette conférence, je suis presque fini en fait. On a atteint un premier âge de maturité dans le serious game. On a cette combinaison des types de serious game et du HTML5 qui est devenu quelque chose, le web, qu'on utilise quand même vraiment fréquemment. Donc on est tous les studios montés en compétences. Et on a atteint cette possibilité de capitalisation. Ça veut dire qu'en fait, on n'utilise plus des moteurs 3D, on utilise des moteurs de jeu. Et les moteurs de jeu, c'est typiquement nous qui les avons créés pour ces 4 types. Donc on peut avoir 4 moteurs de jeu, ou comme ce que nous, on a fait un moteur de jeu qui permet d'un petit peu tout faire. Comme ça, quand on ajoute une fonctionnalité pour un des types, éventuellement les autres types peuvent en profiter. 2 avantages, baisse de coûts très significative. Globalement, on peut considérer qu'on a à peu près divisé nos coûts par 2 au fil des années. Et pour un coût divisé par 2, une très 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 nette augmentation de la qualité, puisque on a appris à faire des serious games efficaces, et donc du coup on sait le reproduire facilement, et typiquement on a capitalisé en technique, en concept, en graphisme, et c'est du coup quelque chose qui va pouvoir servir à travers de multiples projets pour de multiples clients. Tout à l'heure je vous ai dit gamer versus serious gamer. Vous avez vu, il y avait vraiment une différence, on n'est pas dans le même contexte, ça peut être la même personne, mais dans un cas elle joue, dans l'autre cas elle joue pas. Elle est plutôt sur la partie serious que la partie game, puis la partie game c'est pour l'aider à aller au bout de la partie serious. En fait, on peut, plutôt que de regarder le joueur, regarder le jeu en tant que tel. Un jeu traditionnel comparé à un serious game, il y a une différence qui fait que c'est pas du tout pareil, mais alors pas du tout. Il y a un donneur d'ordre dans le serious game qu'il n'y a pas dans le jeu vidéo traditionnel. Dans le jeu vidéo traditionnel, on fait le jeu pour soi, et puis on le publie, on espère que les gens y jouent, on espère qu'on gagne de l'argent, et si ça marche pas, on en refait un autre, on essaie de se faire financer comme on peut. Dès qu'il y a besoin de faire des modifications, c'est très facile. Je suis le développeur du jeu, j'ouvre le code source, je modifie éventuellement les fichiers, je recompile, je publie. Voilà. Quand on fait un serious game, ça c'est encore beaucoup le cas, mais malheureusement, c'est pas possible. Il y a besoin d'un back-office. Ça ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de faire un site internet par une agence.
sans que cette agence livre le back-office avec le site internet. On a envie de pouvoir simplement modifier les contenus, les maintenir, les faire évoluer. C'est quelque chose qui est arrivé dans le serious game. On a des back-office maintenant. Pas tout le temps, pas partout, mais c'est quelque chose qui... Alors, ça n'a pas été gratuit. Hein. Nous, personnellement, on s'est basé autant que possible et depuis toujours sur l'industrie du jeu vidéo, et ça a été un échec total et cuisant à chaque fois, puisque toutes les technologies issues du jeu vidéo n'étaient pas directement adaptables pour le serious game. Et dans le jeu vidéo, il n'y a pas de back-office. Donc comment on fait? On a tout développé en partant de zéro. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer qu'au bout de 20 ans, on commence enfin à avoir atteint un stade de maturité. Mais alors, à quel prix? On a vraiment dû tout développer par nous-mêmes, de nos petites mains, en partant de zéro, pour essayer de réinventer les briques de base qui nous manquaient. Et je vais terminer avec ce dernier slide pour essayer de se poser la question, où va-t-on? La première réponse, c'est qu'on a vraiment besoin de continuer d'innover. Alors, il y a 3 pistes que je note. La première, c'est l'approche multijoueur. J'ai participé au grand débat du digital learning il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si des gens s'étaient inscrits à cet événement, des petites vidéos YouTube en live. Et il y a un de mes collègues qui a parlé de pédagogie, la pédagogie pair à pair. La pédagogie, c'est un mot qui m'a énormément plu. En fait, quand on est plusieurs à participer autour d'une expérience interactive, ça se passe mieux, on a envie de savoir ce que l'autre fait, on a envie de lui montrer ce qu'on fait, on peut en discuter, il y a un engagement qui est incroyablement plus fort. Si on prend le pire dans ce qui se fait en termes de mécanique ludique, un quiz, c'est ce qu'il y a de pire, mais ça reste plus ou moins ludique. On en a un sur notre stand, si vous voulez gagner une journée de conception gratuite, n'hésitez pas à passer. Il faut faire le meilleur score. Eh bien, un quiz télévisé, ça d'un seul coup c'est sympa. Aucune différence, il y a un présentateur, les gens sont entre eux, ils sont un petit peu en challenge, il y a des mini-règles différentes. Un trivial poursuite, mais c'est un quiz, et pourtant c'est sympa. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre? Le multijoueur. Le multijoueur a cette approche-là, cet impact qui fait que jouer à plusieurs, c'est sympa. Alors, il y a plusieurs niveaux dans le multijoueur. On va imaginer que de toute façon, et quel que soit le support, au pire, on fera un MOOC. Un MOOC, c'est du contenu qui est débloqué d'une façon synchronisée pour tout le monde, jour après jour ou semaine après semaine. C'est pas hyper multijoueur, mais on est dans une promo, on est dans un groupe, on vit avec les gens l'avancée dans le contenu. Ensuite, il y a Kahoot. Vous devez à peu près tous connaître Kahoot, je suppose. Kahoot, c'est un quiz. Fonctionnalité ludique totalement minimale, et pourtant ça marche super bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il pose la question à tout le monde, et tout le monde répond en même temps. Donc là, on a une notion de simultanéité. Vous êtes en ce moment sur Booklab. Booklab a cette même possibilité-là. J'aurais pu vous mettre une question et tac, vous avez 10 secondes pour répondre. Vous répondez rapidement. Puis on voit un petit classement de quelle personne a fait le meilleur score. A répondu le plus vite, a bien répondu. Mais là où on veut aller, ce sont les interactions joueur à joueur. On veut modifier l'intérieur du jeu et faire que cette modification soit visible de toutes les autres personnes. On veut que ça change la façon de jouer pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on commence à faire, c'est encore quelque chose qu'on fait en sur-mesure. Tout ce dont je vous ai parlé avant, aujourd'hui à Succubus, c'est des choses qu'on a réussi à généraliser. On l'a fait une fois pour un des 4 types de jeux, on l'a généralisé pour les 3 autres, et maintenant c'est bon, on peut le redéployer. Cette approche multijoueur, c'est encore difficile parce qu'on n'est pas mature là-dessus. On a fait de multiples expériences multijoueurs, très interactives, des simulations, des business games où voilà, si je recrute une personne, l'autre ne peut plus la recruter, donc j'ai intérêt de recruter en premier, mais en même temps, il faut que je soigne les clients, enfin bon, etc. On n'arrive pas encore à généraliser ça. On travaille beaucoup là-dessus. J'espère pouvoir donner des nouvelles très prochainement. On va en reparler un petit peu après sur la 3e innovation. Deuxième innovation, Smart. Alors, je ne sais pas pourquoi, Smart, Adaptive Analytics, on est tout en anglais. Donc, intelligent, adaptatif, et puis des métriques en français. Le Smart Serious Game, jeu sérieux intelligent, c'est la notion pour le jeu de regarder, d'écouter ce que fait le joueur, et puis de communiquer typiquement avec un serveur, ou de communiquer avec lui-même. La partie adaptive, vous la connaissez très bien, c'est l'adaptive learning. Le Serious Game est super dynamique, il y a énormément d'interactions, on peut faire plein de choses. Donc des données et des fonctionnalités d'adaptive, on peut en faire plein. Mais il n'y a pas que ça. Remonter les informations sur le serveur, sur une base, générer des analytics, c'est pareil, vous connaissez tous, vous avez du score, vous remontez des scores, et puis vous savez combien de temps est-ce que les gens ont joué, quand est-ce qu'ils ont joué. Dans le Serious Game, on va remonter une quantité d'informations, mais largement supérieure à ça. On va pouvoir s'intéresser à la performance, on va pouvoir s'intéresser à la consommation, à la navigation à l'intérieur du jeu. Il y a plein de grandes catégories d'analytics qu'on ne retrouve pas dans l'e-learning. Au final, ça ne permet pas
de savoir comment un joueur a joué. Ou si ça le permet, mais ce n'est pas très intéressant. Ça permet par contre de savoir comment un jeu est joué. Et en faisant la moyenne de comment tous les joueurs ont joué à un jeu, on va déterminer quelque chose qui est génial, comme par exemple, à quel moment est-ce que les joueurs décrochent le plus? Est-ce que c'est leur engagement qui tombe? Est-ce qu'ils quittent le jeu carrément? Voilà. Et en fait, savoir ça va nous permettre des démarches d'amélioration continue. C'est très 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 difficile à généraliser. On a réussi à tout remonter, on a réussi à faire des dashboards génériques, mais réussir à dire dans un serious game à quel moment est-ce qu'il est le moins bon, et donc dire à notre donneur d'ordre, c'est là qu'il faut améliorer le jeu. On va faire une V2, ça coûte pas cher, il y a juste ce petit truc à faire, on va l'améliorer, et le jeu sera vachement mieux, et voilà, le goulot d'étranglement où on perd tout le monde, on ne l'aura plus, on va le gommer. Gros avenir sur le côté adaptif, et les analytics qui vont permettre d'adapter le jeu. C'est la même technologie en fait, tout ça. Vous avez entendu parler de data, d'IA, de machine learning, de deep learning. On est là-dedans, on est là-dedans. Quelques années encore avant qu'on réussisse à en faire quelque chose de vraiment utile. Et pour conclure, on a besoin d'innover sur le modèle économique. Un serious game, c'est quand même un petit budget. Je remercie tous les donneurs d'ordre dans la salle. C'est grâce à ça qu'on vit. Mais nous, notre job, c'est de gagner de l'argent et en fait, moins ça coûte cher, plus on gagne d'argent. C'est pas plus on va en prendre au donneur d'ordre, c'est moins ça nous coûte cher. Et puis le donneur d'ordre, il est content, il va recommander de plus en plus si c'est pas cher. On a vraiment besoin de faire évoluer ce modèle économique. On l'a fait une première fois, on a réussi à diviser nos coûts par deux. On est presque au bout là, je ne sais pas comment on va aller plus loin, on va réussir à compresser encore un peu mieux, à faire encore un peu plus de qualité, mais globalement, la grosse amélioration, elle est finie. Alors, des outils auteurs, du sur-étagère, ça c'est les grandes solutions qu'on entend aujourd'hui. La problématique des outils auteurs, c'est que il vous faut recruter quelqu'un qui est compétent, non pas dans l'outil auteur, mais qui est compétent dans ce que l'outil auteur produit. Combien d'années est-ce qu'on va devoir attendre avant d'avoir sur le marché des gens qui manient aussi bien un outil auteur de simulation de dialogue non linéaire qu'un PowerPoint ou qu'un Articulate. PowerPoint, Articulate, vous en avez partout, c'est très facile, vous en trouvez. Les gens sont compétents non pas dans l'outil, oui, mais dans l'outil et aussi dans ce que l'outil est capable de générer. Être bon en PowerPoint, ça ne veut pas dire qu'on en fait des bons, hein, ça vous connaissez tous cet adage. C'est pareil pour les outils auteurs pour Serious Game. Il faut avoir des compétences en Serious Game Design. C'est pas facile. Nous, on a beaucoup de mal à les recruter, ces gens-là aussi. Donc, les voir aller chez un grand compte, un donneur d'ordre dans une équipe formation, c'est pas souvent. Et puis, il y a le sur-étagère. Vous connaissez bien les problématiques du sur-étagère, vous trouvez ce qui vous plaît ou vous ne trouvez pas ce qui vous plaît. Dans le monde du serious game, il n'y a pas une grande offre. Il y en a, mais pas beaucoup. En fait, j'ai la solution. L'idée, c'est de prendre le meilleur des deux mondes et c'est de faire des serious games sur étagère paramétrables. C'est-à-dire qu'on va avoir un serious game sur étagère qui sera un plateau de jeu, un peu comme un Trivial Pursuit, somme toute, avec des contenus paramétrables. Et donc, les contenus paramétrables, c'est le pack de cartes. En fait, on travaille énormément là-dessus. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques mois quand on aura réussi à sortir le prototype de cette plateforme. On l'attend impatiemment parce que ça fait des années et des années qu'on travaille ardemment là-dessus. Et le principe, ça va être ça. Nous allons développer et si ça se passe bien, nous allons nous rapprocher d'autres studios de Serious Game pour collaborer tous ensemble pour créer des Serious Games de super bonne qualité, des trucs waouh! Et vous allez pouvoir y avoir accès à pas cher, comme un Kahoot. Sauf que Kahoot, c'est un quiz. Et puis c'est tout. Nous, ce sera un quiz télé, ou un Trivial Pursuit, ou un escape game, ou un jeu géolocalisé, ou un jeu de loi, ou tout ce qu'on veut. On va pouvoir enfin apporter ce store, et puis continuer à créer des nouveaux plateaux de jeu, en laissant la possibilité aux donneurs d'ordre de changer les contenus dedans, et donc du coup de prendre un plateau de jeu, de mettre son contenu, et d'en faire un nouveau jeu. Bien évidemment, multijoueur, parce que sinon c'est pas drôle, et peut-être smart. Pas encore sûr qu'on y arrive vraiment bien. Mais la première version, en tout cas, sera multijoueur nativement. Et j'ai fini. Merci beaucoup, Laurent. Mais avec plaisir. Nous avons des questions qui sont déjà arrivées de tout à l'heure. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en avance, on a déjà fait un WooClap. Et donc, je vais commencer avec une question sur WooClap. Et puis ensuite, le micro passera dans la salle, mais si vous voulez, je vais ouvrir un autre WooClap. Donc pour ceux qui ne veulent pas toucher ce micro plein de microbes, que j'ai aussi touché, qui vient d'Angleterre, en plus les microbes viennent d'Angleterre, donc on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Donc vous pouvez également utiliser WooClap ou simplement lever la main et je vous apporterai le micro. Donc pour ceux qui étaient sur WooClap, je vais rouvrir le WooClap.
Et Laurent, une question qui est revenue à plusieurs Oui, Gaëlle. reprises tout à l'heure, c'est quelles sont les étapes de la création d'un serious game? Question facile. Et je vais en rajouter une d'ailleurs. Et deux comment est-ce questions. qu'on mesure l'impact positif sur les apprenants d'un celle-là, elle est serious beaucoup game? plus difficile. Alors la première, c'est très facile. On a des processus hyper rodés, au bout de 20 ans, normal, encore heureux. Ceci dit, je vais être honnête, ça fait 2-3 ans qu'on a des processus rodés, c'est-à-dire que les 17 ou 18 premières années, on a vraiment galéré. Il y a 3 phases. Il y a une phase de conception où on va globalement faire de l'écrit, tout simplement, du doc, plutôt des slides, voilà, mais enfin bon. Une deuxième phase de développement où une fois qu'on s'est mis d'accord grâce au premier livrable, en fait, on va pouvoir rentrer dans la phase de dur où on va pouvoir vraiment créer le jeu. Dans cette première phase, on va évidemment avoir la charte graphique, on va avoir les premières expériences utilisateurs, etc. La phase de développement, là où il y a le plus de boulot et qui est presque au fait aussi celle où on passe le moins de temps puisque on sait exactement ce qu'on doit faire, donc on est capable d'envoyer en parallèle tout ce qu'on peut paralléliser. On est, nous, sur des méthodologies agiles, c'est-à-dire qu'on va avoir différents sprints, on va précipiter des livrables, et puis en fait, on va vous livrer tous les mois. Et en fait, on ne va pas vraiment vous livrer, on va plutôt vous donner rendez-vous dans une conf call, on va tous se connecter, et puis je vais vous montrer le livrable, plutôt que de vous l'envoyer par email pour dire c'est là, ça change tout. Et la dernière phase, c'est la phase de post-production, c'est là où on ajoute la qualité. Donc on va ajouter les interfaces graphiques, les animations, le son, tout ce genre de choses-là. Et voilà globalement les 3 phases de développement. Ça prend pas moins d'1 mois par phase quand même pour se mettre d'accord sur comment on le faire et puis ensuite améliorer la qualité. Et ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction de la grosseur des produits à développer. La deuxième question. Alors celle-là est beaucoup plus compliquée, je vais faire rapide parce que je pourrais faire une conf entièrement là-dessus. Comment est-ce qu'on mesure l'impact? Je vous ai parlé tout à l'heure du côté smart, je vous ai dit qu'on réussissait à remonter des datas, je vous ai dit qu'on avait réussi à faire un dashboard générique en plus qui permet un petit peu de voir ça. Donc on a quand même des valeurs. On peut savoir très facilement combien de niveaux est-ce que vous regardez dans un serious game, combien de temps vous passez, quelle performance vous faites, combien de clics à la seconde vous faites. Des choses assez malignes comme ça, voir combien de sessions vous faites, est-ce que vous vous déconnectez, est-ce que vous vous reconnectez. Et puis des choses beaucoup plus fines, est-ce que quand on vous met un contenu pédagogique à l'écran, est-ce que vous le court-circuitez? Est-ce que vous le stoppez pour passer tout de suite à la suite du jeu ou au contraire, est-ce que vous prenez le temps de bien le regarder, voire éventuellement le re-regarder? On va vraiment dans ce détail d'analytics, on traque absolument tout, enfin en tout cas dès qu'on peut. Ça nous permet d'avoir une première mesure d'impact. Quantitative, et puis ensuite on peut avoir une mesure d'impact qualitative en faisant des interviews avec des gens. Globalement, ce qu'on entend, c'est juste ça fait du bien, ça change, c'est agréable, c'était sympa, je suis allé au bout, j'ai appris des choses. Personne n'a envie de refaire le serious game une deuxième fois, mais tout le monde a été content de le faire une fois et d'aller jusqu'au bout et de le consommer, donc on ne demande pas plus que ça. Après, ma fameuse conférence au grand débat, c'était justement sur la théorie de l'engagement. On essaie de pousser un petit peu de recherche. Il y a la théorie du flow, dont vous avez sans doute entendu parler de Michalczewski, je ne sais plus son nom, c'est très compliqué, c'est 4 syllabes. Et donc voilà, on va avoir l'état de flow avec à l'intérieur du flow, nous on a mis une échelle d'engagement pour montrer à quel point on réussit à monter le joueur haut dans l'engagement. On a encore du mal à mapper ça quantitativement, par contre qualitativement c'est facile, il suffit de demander où est-ce que vous étiez et puis on peut le savoir. Merci beaucoup Laurent. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai d'autres sur l'écran, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous en avez, je vais venir vers vous. Bonjour. Alors merci déjà pour cette intervention, c'était très intéressant. Et alors j'aimerais savoir si vous avez constaté si certains gameplays avaient plus d'impact sur les apprenants que d'autres. Oui et non, parce que malheureusement le gameplay dépend du contenu pédagogique qu'on doit passer. Donc on ne peut pas toujours choisir son gameplay. Ensuite, c'est pas compliqué. Vous faites un escape game, c'est un carton. C'est un carton. Ce soir, on gagne un prix pour un escape game qu'on a fait, comme je vous disais, donc pour Saint-Gobain. Le jeu s'appelle Brain. Vous pouvez taper Brain Saint-Gobain, vous allez rapidement tomber dessus, ou escape game Saint-Gobain. 33 minutes de temps moyen de jeu, c'est un truc, mais alors on s'y attendait pas du tout, mais pas du tout. Donc le jeu est très engageant. Ensuite, il faut mettre en face de ça la quantité de messages pédagogiques qu'on réussit à passer. L'escape game, c'est ultra engageant, mais c'est bien pour passer des petites valeurs, un peu de sensibilisation, etc. Quand on va vraiment vouloir rentrer dans le dur, c'est pas le dispositif le plus adapté. Donc, quand même plein de types de serious game, même si je vous ai donné les 4 grandes catégories, à l'intérieur, on va retrouver des sous-types. On va plus vraiment parler de type, on va plutôt parler de fonctionnalité, du coup. Mais voilà, c'est la grande question à se poser, c'est à quel point je veux de l'engagement, à quel point je veux du contenu. On va malheureusement avoir une balance entre les deux. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Nous avons, je pense, 2 minutes pour prendre une autre question. Alors ça vient de passer au rouge, il reste au moins 5 minutes. J'ai un petit retour visuel là, j'ai une petite lumière rouge qui me dit 5 minutes. Oui, bonjour. La Bonjour. deuxième question de 5 minutes. Vous avez parlé de phases, justement. Ouais. Maintenant, en termes d'équipe, pour faire un serious game, combien de nombre de personnes avez-vous besoin pour... en moyenne, on va dire. Compris. Il y a 2 réponses possibles. Il y a combien de jours hommes pour faire un serious game? Ça va dépendre de la quantité de contenu. Mais en fait, je vais plutôt répondre à la question différemment. On va dire de quelles compétences est-ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, dans notre entreprise, on est 18. Je n'ai pas encore toutes les compétences qu'il me faut. Et je pense que si on regarde les compétences qu'on utilise, on est à plus de 50. C'est-à-dire que les gens chez nous sont multi-compétents, on utilise plusieurs compétences sur chacun des parties. La liste est extrêmement longue et quand on n'a pas la compétence, on se l'invente. Et on dit « qui sait le mieux faire ça? Toi, c'est toi qui le fais, c'est parti. » Et puis du coup, on essaie de travailler quand même en équipe, évidemment, pour aider la personne et que ce ne soit pas juste une seule personne. Mais en tout cas, on est vraiment, je pense, toute notre industrie drivée avant tout par la compétence, puisque c'est ce qui nous permet de faire des projets de qualité. Sans ça, on ne fait rien. Merci beaucoup Laurent et merci pour votre question. D'ailleurs, Laurent a aussi répondu à la question « Est-ce que vous recrutez ?» Oui, j'ai l'impression, Ouais, on va qui a été posée sur... beaucoup recruter cette année probablement. Voilà, vous avez l'adresse de Laurent si ça vous intéresse. Allez plutôt quand même sur le job@succubus.fr parce que si vous l'envoyez à moi, ce ne sera pas très bien traité. On me pose une question qui est assez intéressante, c'est comment vous adaptez-vous aux personnes non joueuses? Ah, très facilement. On ne fait pas du jeu, on fait du serious game. C'est pas la même chose. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte aux personnes qui veulent faire plutôt un e-learning plutôt qu'une expérience interactive avec des composantes ludiques? On n'a rien à faire. Ils vont directement dessus, ça leur plaît. Ce qu'on fait très attention de ne pas faire, c'est de faire des graphismes infantilisants, c'est de faire des dialogues mal léchés, ce genre de choses-là. Voilà, ça, effectivement, ça ne fonctionne pas. Si on donne l'impression qu'on va faire jouer un jeu de Teletubbies à des adultes, ça ne marche pas. Ou à l'inverse, moi j'aime bien, j'ai les Teletubbies, j'ai Derrick aussi. Si on met de l'inspecteur Derrick, ça ne va pas tellement attirer. Donc, on essaie de faire quelque chose qui correspond à la cible. Et du coup, les non-joueurs, ils restent non-joueurs, mais ils vont quand même participer à l'expérience interactive. Surtout si c'est multijoueur. Merci beaucoup Laurent. Avec plaisir. On est presque à la fin de notre temps de parole. En moins d'1 minute, ça va être dur. Je savais qu'il restait du temps. Quelles sont les règles d'une gamification réussie? Vraiment, quelles sont les règles d'une gamification réussie? Peut-être un point de départ. Qu'est-ce que vous aimez que vos clients, le point de départ avec vos clients? Le problème. Voilà, le problème. Venez avec un problème. Dites-nous, voilà le problème que j'ai besoin de régler. Le problème, on sait le traiter. Si vous venez, hey, je voudrais un escape game. Ok, pourquoi? Et là, on doit déconstruire, remonter jusqu'au problème. Nous, on utilise en méthodologie de conception le design thinking, la méthode du double diamant. On essaie d'avoir des processus un peu scientifiques. Partir sur le problème, du problème, ça marche. On va même voir tous les problèmes, on va raffiner, premier diamant pour obtenir les quelques problèmes qu'on va régler. Ensuite, on va voir toutes les solutions et on va raffiner pour garder, deuxième diamant, la solution ou les quelques solutions qui vont bien. Super. Merci beaucoup Laurent. Un timing immaculé. Il y a encore beaucoup de questions et Laurent sera disponible sur son stand. Qui est le stand, Laurent? E52, juste là, en diagonale. Vous levez un peu la tête, vous allez voir un grand téléviseur, 4 mètres de haut. Et je suis monté sur la nacelle. De vous joindre à moi pour applaudir Laurent et on va passer à une autre session sur la gamification. Merci Gaël. Merci beaucoup Laurent. Merci à tous.